Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur NRTV dans Cinéma, votre émission dédiée au 7e art, à retrouver tous les mois. Et on arrive à la dernière émission de la saison, et oui, et spécial été. Oui, l'été, vous le savez, souvent plein de films sortent, bons ou mauvais, ça on va en discuter. En tout cas, il y a de l'actualité à débattre avec toujours mes deux amis. Patrick Danton, salut. Salut Alex. Salut Thibaut Ducret. Salut Alexandre. Alors c'est l'été, oui, ça y est, vous deux, vous vous sentez déjà en été, petite chemise estivale, en short, monsieur. Oui, moi je vais me promener après, donc voilà, on est déjà équipés. Bon, très bien. On va voir si les films du mois sont tout aussi estivaux. Le film Grand Spectacle du mois, en tout cas, il est tout chaud. Il vient de sortir ce vendredi 28 juin. C'est Le Comte de Monte Cristo, grande fresque de 3 heures adaptée du classique d'Alexandre Dumas, avec Pierre Ninet dans le rôle du héros du 19e. On parlera ensuite de Vice Versa 2, suite du chef-d'œuvre des studios d'animation Pixar qui cartonne déjà au box-office. Vous le verrez, c'est affolant. On va replonger dans le cerveau et les émotions de la petite Riley qui passe à l'adolescence. Et on terminera avec la bande de motards de The Backriders. Austin Butler et Tom Hardy incarnent des têtes brûlées au milieu de guerres de gangs et de motards. Et puis bien sûr, l'agenda de Patrick, consacré aux open air dans la région. Bah oui, c'est l'été. Les coups de cœur et puis les news, avec notamment ce documentaire sur Roger Federer. Et puis les films de l'été. Qu'est-ce qui nous attend cet été? Un petit mot là-dessus. Mais on commence par aller direction l'époque napoléonienne. Voici les images du Comte de Monte Cristo. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Ce n'est pas de la vengeance. Qui êtes-vous? Je suis l'abbé Faria. Edmond, je te porte du plus grand trésor que la terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. Mais que feras-tu de cette fortune? Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine? À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Tout le monde connaît ce grand classique de la littérature d'Alexandre Dumas. Alors le film a été présenté hors compétition à Cannes le mois dernier et voici enfin en salle cette grosse production française de l'année avec son budget colossal de 43 millions d'euros. 3 heures pour construire le mythe du comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet dans le rôle titre mais aussi Anaïs de Moustier, Laurent Lafitte, Bastien Bouillon. Le film vient de sortir dans les salles, c'était un vendredi, c'est spécial parce qu'en France il devait s'adapter je crois au match de l'Euro et puis à la fois la fête journée du cinéma. Ouais, c'est ça. Alors ça vaut quoi cinéma. Patrick du coup ce comte de Monte Cristo? Ça vaut que c'est un beau divertissement populaire très réussi, je trouve. Il se trouve qu'effectivement, de mon point de vue, les grands textes, ça reste les meilleurs scénarios. On a des choses qui fonctionnent dans ce qui se passe, qui restent surprenantes, etc. Et puis après, j'ai été pris dès la première scène du film. Et il y a quelque chose qui va se dérouler à la fois émotionnellement. Il y a des très belles scènes très émouvantes, en l'occurrence aussi avec Anaïs de Moustier, qui est excellente, à côté de Pierre Ninet, parce qu'il y a une tragédie intime qui va se nouer par rapport à la famille et l'amour de Monte Cristo. Et puis une grande fresque d'aventure qui, dans sa deuxième partie, avec une espèce de plan machiavélique qui se met en place, va en fait lorgner un petit peu, légèrement, du côté du thriller, un petit peu horrifique, légèrement, comme ça, que je trouvais assez intéressant. Mais c'est pas trop machiavélique. Non, moi je trouve. Il y a aussi beaucoup d'éléments qui se passent pendant le film. On passe, il y a le début, la mise en place des choses, il y a après la partie en prison, il y a la mise en place du plan, etc. et tout. Et puis la dernière chose que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est la réalisation qui finalement. On a vraiment un grand spectacle populaire, on en prend pour son argent au niveau visuel, etc. Mais il y a quelque chose qui est assez clair et lisible dans les décors, dans les costumes. Il y a vraiment des partis pris esthétiques qui sont bien, quoi. On précise, je ne l'ai pas dit, qu'à la réalisation, c'est le duo Delaporte de La Patelière qui étaient les scénaristes des Trois Mousquetaires, qui ont fait l'actualité l'année passée. Et réalisateur à l'époque du Prénom. Voilà, exactement. Donc on est dans la mouvance un peu des Trois Mousquetaires. Je te trouve très clément avec ce film, Patrick. Moi, je me suis ennuyé comme un rat mort. Mais je vais y revenir. Thibaut
qu'est-ce qu'il en pense? Tu rejoins Patrick ou pas? Je rejoins Patrick avec quelques petites réserves en plus. C'était un sacré défi quand même, parce que c'est quand même un bouquin de plus de 1000 pages. Et donc là, contrairement aux Trois Mousquetaires qui avaient été adaptés en 2 films, là, on prend le parti de faire un seul film de 3 heures, tu l'as dit. Donc c'est quand même un sacré défi. Je trouve qu'ils s'en sortent relativement bien dans l'ensemble. Il y a aussi, comme pour les Trois Mousquetaires, l'ambition de faire un vrai grand film populaire, film d'aventure, avec une direction artistique très soignée et un peu plus colorée que chez les vraiment du spectacle. J'entends tout le monde dire, et Patrick aussi, dire c'est du grand spectacle populaire. Moi, je vois pas trop où est le spectacle. Oui, dans le sens où c'est assez soigné. Alors, de la Patelière et de la Porte, c'est pas des grands metteurs en scène. Niveau mise en scène, c'est pas c'est très plat. Hein. Non, il y a quand même des essais de mise en scène. C'est classique, mais ça marche assez bien, je trouve. Il y a des beaux décors, il y a une belle photo. Moi, je trouve que visuellement, c'est pas incroyable, mais ça fait largement le job. Oh oui, la photo, les décors, ça, je suis d'accord. Mais sur le récit de 3 heures, un petit mot, parce que pour moi, en termes d'adaptation, c'est à la fois trop long et trop court. En fait, c'est ça. En fait, il y a quelques choix d'adaptation où on change des personnages, on change des intrigues, et il y a des décisions assez intéressantes, mais d'autres qui apparaissent un peu comme des facilités, qui donnent l'impression que le récit avance trop vite, ou alors qui au contraire plombe le rythme. Exact. Il y a des petits soucis de rythme quand même, je trouve, mais dans l'ensemble, ils s'en sortent très bien. C'est emballé dans un très bel écrin et avec un super casting aussi. Je trouve Pierre Ninet vraiment excellent. C'est un rôle quand même assez compliqué parce que il se déguise, il incarne un rôle multiple. Ouais, c'est ça. Et il est un peu sur la corde raide dans certains avatars du Comte de Monte Cristo qui lorne vers la caricature, mais il y tombe jamais. Avec cette histoire de masque, vraiment très très bien. C'est un peu bizarre cette histoire de masque. C'est un peu comme Clark Kent et Superman, non? On le reconnaît en fait avec ce masque, non? Non, je trouve. Non, il faut le reconnaître quand même parce qu'il faut qu'on voit Pierre Ninet, mais l'illusion fonctionne suffisamment pour que moi j'y crois en tout cas. Moi je trouve qu'il n'est pas assez incarné ce héros. On passe beaucoup de temps sur sa construction, etc. Mais après il n'y a aucune iconisation, aucune mythologie derrière ça. J'ai trouvé ça très creux en fait. Moi je pense que le héros, comme dans le livre d'Alexandre Dumas, il véhicule quand même. On sent les thématiques qui sont traitées dans le livre et du coup dans le film sur le rapport au désir de vengeance, sur des choses comme ça. Et je trouve que les relations amoureuses fonctionnent très très bien dans le film aussi et donnent lieu à des scènes qui sont encore une fois très émouvantes. Par rapport aux Trois Mousquetaires, c'est clair que c'est un film. Trois Mousquetaires, il y a beaucoup d'action. C'est un film vraiment qui a été fait vraiment sur l'action. Là, on est un film qui va être plus sur un drame romantique, etc. et tout parfois, avec un côté intrigue policière, donc quelque chose de peut-être un petit peu moins rythmé effectivement au niveau de l'action, mais qui fonctionne à mon avis tout à fait. Et le casting, tu rejoins Thibaut, toi. Impeccable. Bon casting, et Pierre Ninet, Bastien Bouillon, Anaïs de Moustier, Pierre Ninet, super. Et Laurent Lafitte. Et Laurent Lafitte, très bien aussi. Bon, et écoutez, je vous trouve bien clément, mais on verra si le public l'est tout autant. En tout cas, c'est annoncé comme un des blockbusters français de l'année. Du coup, le Comte de Monte Cristo, Patrick, à ton temps. Oui, absolument. Oui. Et puis Thibaut aussi. Oui. Bon, voilà. Alors allez vous faire votre propre avis en salle pour voir le Comte de Monte Cristo qui est en salle depuis ce vendredi 28 juin. On passe à toute autre chose et voici un film qui cartonne déjà au box-office. C'est le retour de Pixar en grande forme avec la suite de Vice Versa. Salut, ici Joie, en direct live de l'esprit de Riley. Faites du bruit pour notre championne. Tristesse est dans la place. Voilà colère. Il m'énerve. Et n'oublions pas de mettre nos protège-dents. Peur? Non, recrache, c'est pas à nous. Dégoût. Heureusement qu'on t'a dans l'équipe. Notre petite Riley grandit tellement vite. Désolée. Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait tourner mal. Salut. Je suis anxiété. Je les mets où mes affaires? Une nouvelle émotion. Oh, désolée, les autres et moi, on voulait faire bonne impression. Les autres, c'est qui? Bon alors du coup, ce sont qui ces nouvelles émotions, Thibaut, qu'on retrouve dans cette suite de Vice Versa? Écoute, on va aussi avoir l'émotion ennui, embarras et envie, mais c'est vrai que la nouvelle émotion principale de ce film, c'est l'anxiété, puisque là on raconte, tu l'as dit, le passage à l'adolescence de l'héroïne du premier film. Avec ce petit personnage orange, donc, qu'on a vu sur les images. Et alors, du coup, ça rend bien ces nouvelles émotions? Écoute, pour moi, le premier Vice Versa, c'est vraiment le dernier chef-d'œuvre de Pixar. Depuis, ils ont sorti encore quelques bons films, mais aussi des suites un peu plus compliquées. Et là, ils sont malheureusement en train de s'enfermer dans une logique, sous l'impulsion de Disney, de suites où on ne fait plus de propositions originales, puisque leurs dernières propositions originales se sont plantées, que ce soit Luca, Alerte Rouge, n'ont même pas eu droit à une sortie salle pour la plupart, et n'ont pas réussi à attirer le public. Et donc là, on s'enferme sur cette logique, il faut donner des suites. Donc on annonce un Toy Story 5, donc on fait un Vice Versa 2. C'est un peu triste. Pour moi, le premier film n'avait pas besoin forcément d'une suite. Maintenant,
Dans l'ensemble, je trouve que ça reste correct. On poursuit le concept de manière cohérente. On propose des nouvelles idées, comme là, on va explorer le système de croyance dans le cerveau. On va traiter des souvenirs refoulés. On va aussi raconter comment l'imagination évolue, arriver à l'adolescence avec justement l'arrivée de l'anxiété. Et on poursuit le parcours de l'héroïne de façon plutôt cohérente. Et je trouve que ce que ça raconte sur l'adolescence, ça reste assez juste. Maintenant, il n'y a pas d'équivalent au personnage de Bing Bong, par exemple, qui était le personnage d'ami imaginaire du premier film. Et il y avait une scène avec lui qui était le pic émotionnel du film. Et pour moi, on n'a pas d'équivalent dans ce film-là. C'est juste. Donc ça reste bien fait. Maintenant, c'est pas transcendant. Voilà. Bon, je crois que je rejoins plutôt ton avis. Et Patrick, qu'en dit-il? Alors moi, sur le concept de vice-versa, je trouve que l'écriture par rapport au fait d'exprimer avec ces personnages et un univers à l'intérieur du cerveau ce qui se passe, je trouve ça toujours très bien fait, très fin. Mais après, comment ça se matérialise en termes d'aventure, d'action ou de rapport à la vie réelle du personnage, j'ai toujours trouvé, même dans le premier, ça un peu plat, quoi, un petit peu longuet. Ah ouais, dans le premier, c'est pas ton truc, quoi. Ça va, moyen, quoi, un peu. Mais quel scandale. Et donc, du coup, là... En plus, là, on retrouve tout. Tout est un peu la même chose. Alors, il y a des éléments psychologiques qui vont un petit peu mais se c'est rajouter, très répétitif etc. et surtout, le film nous raconte la même chose. Et puis après, c'est la même finalité. Ouais, et puis c'est dans les mêmes décors, du coup, les mêmes choses, à peu de choses près. Hein, c'est les mêmes. Il faut de nouveau essayer de rejoindre le lieu de commande, etc. Et tout. Donc ça se répète un petit peu. Et puis même par rapport à ce qui se passe dans la vie de Riley, on se dit à l'adolescence, il y aurait vraiment matière à avoir plein de situations absolument incroyables et puis créer des choses vraiment drôles ou amusantes. Et en fait, c'est juste une question de rejoindre une équipe de hockey, puis c'est un petit peu tout. Ouais, l'enjeu est assez mince, quoi. Bon, donc voilà, je crois que vous êtes assez d'accord, plutôt moyen à vous entendre. Pourtant, le film fait un carton monumental. Tenez-vous bien, c'est apparemment le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation. En un seul week-end, plus de 300 millions de dollars de recettes dans le monde. Aujourd'hui, on en est déjà à plus de 700 millions de dollars de recettes dans le monde au bout d'une semaine et demie, 2 millions d'entrées en France et près de 100 000 entrées en Suisse. C'est le film numéro 1 partout, là. C'est vraiment un carton hallucinant. Et pourtant, moi, je l'explique difficilement. Et toi, Thibaut, je m'attendais pas à un tel carton. Je pensais pas qu'il y aurait effectivement une attente par rapport au film vice-versa. Je pensais pas que la perspective d'une suite, ça attirerait autant de monde. Maintenant, c'est réjouissant dans le sens où, voilà, comme je l'ai dit, je trouve que c'est une proposition honnête. C'est un peu dommage parce que ça va confirmer à Disney qu'il faut faire des suites et que les histoires personnelles des cinéastes n'intéressent personne. Et c'est oublié qu'en fait, les premiers films de Pixar, c'était des histoires personnelles des cinéastes. Exact. Et que c'était pas justement de la capitalisation sur de la franchise. C'est vrai. J'ai l'impression que vice-versa, finalement, moi j'ai eu du mal à prédire la chose aussi, mais que c'est culte chez les enfants, en fait. C'est les enfants qui ont beaucoup demandé à leurs parents d'aller voir cette suite. Alors, pas forcément, parce que je pense que les parents avaient un intérêt à montrer ce film aux enfants pour dire, regarde comme ça se passe, quand tu as tes émotions, ce genre de trucs. Il y a aussi beaucoup de séances pour les écoles qui avaient été organisées très régulièrement ensuite. Et puis moi, en allant voir la salle, en allant voir le film, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait beaucoup d'adolescents, finalement, qui étaient enfants quand ils ont vu le premier. Et du coup, maintenant, en grandissant, ils voient la suite de leur histoire, un peu comme Harry Potter à l'époque, enfin, ce genre de choses et tout ça. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça aussi que ça a du succès, quoi. Bon, et ben voilà, Vice-versa 2, c'est donc d'ores et déjà le gros carton de l'été, vous l'aurez compris. Et pour autant, j'ai l'impression que Patrick et Thibaut, on va le voir quand même ou pas? Moi, je me suis vraiment ennuyé, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais de toute façon, ça ne sert à rien, tout le monde va le voir. Oui, donc, bon. Et Thibaut? Oui, même si, comme je me disais, ça m'embête d'encourager ça, mais en soi, c'est un film plutôt bien fait. Voilà, c'est tout à fait recommandable comme sortie ciné. Ok, Patrick un peu moins que nous, mais nous, on passe quand même un bon moment, même si on aimerait mieux. Et bien plus d'originalité et plus de propositions singulières. On va passer à un autre film. C'est donc un gang de motards. C'est The Backriders, signé du cinéaste américain Jeff Nichols. Regardez. Je t'ai dit d'enlever ce bouton. Faudra que tu me tues pour que je l'enlève. Qu'est-ce qu'on fait du bar? On le brûle. Le club est devenu très gros très vite. Ils se sont lancés dans la drogue, le jeu, la prostitution. Alors c'est ça le club maintenant? Je veux que t'arrêtes la moto. Me demande pas ça. Benny. J'ai besoin de toi.
Alors voilà, on pense beaucoup à Easy Rider, bien sûr, bien la figure culte de James Dean, mais aussi au film de Coppola, The Outsiders, pour le côté gang, ou à Rusty James, pour le côté film de motard. Ben, j'ai même amené un joli coffret derrière, voilà. Et donc le film ici, c'est signé de l'américain Jeff Nichols, chouchou de la critique, hein, qui avait marqué les esprits avec Mud ou Take Shelter. Patrick, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression d'avoir vu ce film 1000 fois ? Alors oui, par rapport à son histoire finalement. L'histoire en elle-même ne va rien développer d'extraordinaire ou de nouveau. De novateur. De novateur. Mais après le traitement, il y a plusieurs choses qui font que c'est vraiment très très bien. Une des premières choses, c'est le fait que le point de vue, l'histoire est racontée depuis le personnage féminin, qui est un des personnages qui va tomber, elle va tomber amoureuse d'un des personnages principaux du film. Ouais. C'est incarné par Jodie Comer, l'actrice anglaise. Donc ça donne déjà un point de vue un petit peu différent. Et après, il y a la qualité d'interprétation. Je trouve que les acteurs sont vraiment incroyables. Tom Hardy et Austin Butler. Ils sont vraiment incroyables, tous, même les seconds rôles et tout. Et du coup, ça donne, voilà, quand on a des acteurs qui incarnent les choses, qui sont là derrière le texte, derrière leur personnage, ça donne une densité aux scènes qui fait que pendant le film... Et puis c'est très beau aussi, Patrick. C'est superbe, la photo est magnifique. Et puis pendant le film, du coup, on est vraiment capté tout le temps au niveau émotionnel, au niveau tension, parce qu'il y a quand même de la tension dans les rapports. Et donc, du coup, on passe un excellent moment de cinéma, même si à la fin, effectivement, on peut se dire on a déjà vu cette histoire. Ouais. Par exemple, aussi, moi, ça me fait aussi penser un peu au film de Scorsese. Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là, dans un peu une sorte de rise and fall, un petit peu parfois dans ces histoires-là. Ouais, mais il y a un côté un peu plus théorique sur l'Amérique, moi, qui m'a plus fait penser au cinéma de Michael Cimino, par exemple. Thibaut, est-ce qu'il est d'accord avec Patrick ? Oui, si ce n'est que, je rebondis sur la citation de Scorsese. Pour moi, il y a vraiment une référence nette, effectivement, dans la structure, parce que, comme dans beaucoup de Scorsese, ces films de mafia surtout, on va suivre un personnage qui va pénétrer un milieu qui va grossir, où on est au début dans un ton un petit peu ironique, un petit peu rigolard, où c'est sympa, puis en fait, la violence va venir petit à petit prendre le dessus, et on peut que s'écrouler à la fin. Et donc ça, c'est intéressant de suivre ça. Maintenant, il n'y a pas la même rigueur que chez un Scorsese, justement, dans cette construction-là. C'est très classique, hein, Jeff Nichols aussi. Hein. Oui, et j'ai aussi un souci de point de vue, en fait, parce que je trouve intéressant, effectivement, de passer par le personnage de Jodie Comer pour, justement, découvrir un peu ce milieu-là. Mais en même temps, elle n'est jamais entièrement intégrée dans le milieu, parce que c'est une femme, évidemment. Et puis, finalement, on a le personnage d'Austin Butler qui est censé être notre autre référent, mais je le trouve, en fait, très absent la majorité du film. Ça reste une icône, en fait. C'est un figurant, en fait, et leur relation entre les deux, elle se construit pas vraiment avant un bon moment. Lui est absent une bonne partie du film. On a le personnage de Tom Hardy qui prend un peu le relais sur la fin du film. Et donc, voilà, il y a cet aspect triangle amoureux aussi. Hein. C'est ça. Mais je trouve que ça manque un petit peu de précision. Chez Scorsese, on a vraiment le rise and fall à la fois d'un personnage principal et du milieu en parallèle. Là, on a plus le rise and fall d'un milieu en général, mais on ne sait pas vraiment quel personnage on suit. Et voilà, ça rend le truc un peu confus. Mais voilà, c'est une petite réserve pour le reste. Moi, j'ai été vraiment embarqué dans cette bande et dans cet univers. Un peu écrasé par ses références, Jeff Nichols, mais quand même qui signe un film d'une très bonne facture. Pourtant, Patrick, un petit mot, on va faire rapide, vraiment sur ce film, parce qu'il fait un gros four un peu partout. C'est assez étonnant. En Suisse, c'est même pas 2000 spectateurs en 10 jours. En France, c'est même pas 100 000 entrées. Et dans le monde, c'est même pas 16 millions de recettes de dollars. Comment on explique ça ? Je pense que le sujet est un sujet peut-être qui ne va pas attirer un grand public. Les motards. Je pense qu'il y a aussi l'idée que le film est méga violent, parce que même on en parle, il est très violent, etc. Mais finalement... Voilà, il y a quelques scènes un peu de violence de gang, mais rien d'absolument épouvantable. On se dit, je ne peux plus regarder, c'est affreux. Et on casse aussi le cliché sexe, drogue, rock'n'roll aussi. Il y a un côté... voilà. Donc du coup, je pense que c'est peut-être ces choses-là qui font que les gens ne vont pas voir le film. Bon, eh bien, est-ce que vous irez voir The Bike Riders ? En tout cas, Patrick et Thibaut oui, on peut conseiller. Oui, allez-y, allez passer un bon moment devant ce film classique certes, mais de bonne facture. Voilà pour le débat de l'été et les 3 films que nous vous avons choisis, mais il y a d'autres choses qui se passent dans le monde du cinéma et on va parler tout de suite de l'actu ciné.
Alors, ce qui fait l'actualité, c'est Roger Federer. Depuis la fin juin, un documentaire retraçant les 12 derniers jours de la carrière du tennisman est disponible sur la plateforme Amazon Prime. Alors, on suit le Balois au moment de l'annonce de sa retraite en 2022 jusqu'à son dernier tournoi à la Laver Cup aux côtés de Rafael Nadal. Un petit mot sur ce documentaire, qui concerne tout le monde ici en Suisse. Les fans de Federer bien sont sûr. nombreux. Ouais, puis dans le monde entier, ils sont nombreux. On dans le monde entier, c'est un très très grand sportif. Oui. Et ça vaut quoi du coup ce documentaire? Écoute, un petit mot. J'ai beaucoup aimé 2 autres documentaires du même réalisateur. Asif Kapadia qui avait fait un documentaire sur Amy Winehouse et sur Diego Maradona. Je ne suis pas football et tout ça, donc je ne suis pas très tennis non plus, mais là, je trouve que le documentaire est quand même un peu émouvant à la fin, mais je trouve que le reste est d'un lisse et d'un plat, un peu à l'image peut-être aseptisée du milieu dans lequel ça se passe. J'ai cru que tu allais dire de Roger Federer. Écoute, peut-être aussi, mais peut-être aussi, je pense qu'on peut le dire aussi, tu vois, il est complètement lisse. D'ailleurs, il passe une grande partie du temps du film à dire « Ouh là là, si j'ai une interview qui va trop m'émouvoir, il faudra que je dise stop parce qu'il ne faut surtout pas que je monte mes émotions. » Puis ça, voilà, ça m'a Et pourtant, les émotions, le film en fait des caisses. En fait, c'est un film qui n'arrête pas de nous répéter que vraiment c'est très émotionnel parce que voilà, c'est un très grand joueur qui arrive à sa retraite. Et en fait, c'est ça pendant 1h20. Et moi, comme Patrick, je m'en fiche un peu du tennis à la base, de Federer, voilà. Et je pense qu'effectivement, Federer, c'est pas un personnage intéressant pour raconter une histoire. Non. Voilà. On je connaissais pas grand-chose, donc j'ai appris 2-3 trucs. Mais non, enfin voilà, il cite un peu son admiration pour Björn Borg, par exemple. Et on voit un peu son rapport, son amitié avec Nadal, mais j'ai pas l'impression qu'on découvre grand-chose. Donc on se rend compte aussi qu'ils ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils se déplacent en jet privé, ils roulent en Mercedes, ils font les marques, le placement de marque, c'est pas mal. Ils signent des Rolex qu'ils vont distribuer généreusement. Enfin, il y a ce côté-là aussi qui est parfois pour moi un petit peu. Bon, alors jetez-y un œil si vous êtes fan de Federer. Sinon, si comme Patrick et Thibaut, vous n'en avez pas grand-chose à faire, vous pouvez passer votre chemin. Dans l'actualité ciné un peu moins réjouissante, mais on voulait rendre un hommage à l'acteur canadien Donald Sutherland, connu pour ses rôles dans MASH, Body Snatchers ou plus récemment Hunger Games. C'était qui Donald Sutherland, Thibaut? C'est un acteur qui a quand même eu une carrière de 60 ans. Il a commencé dans les années 60, pendant la période du Nouvel Hollywood. Il s'est fait connaître notamment avec ses rôles dans Les 12 salopards et surtout dans MASH, comédie satirique assez culte pour l'époque. Et puis, ça a été un acteur très versatile, qui a beaucoup joué des personnages un peu cinglés, un peu borderline, mais aussi des rôles un peu plus sérieux. Moi, je le retiens en particulier pour un film, c'est Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg, qui est un drame fantastique absolument traumatisant sur un couple qui perd sa fille et qui va vivre une expérience assez étrange à Venise. Et là, il montrait vraiment dans ce rôle-là toute la palette de son jeu. Et voilà, c'est un acteur qui manquera beaucoup. Qui manquera beaucoup, qui avait plus de 80 ans lors de sa disparition toute récente. C'était un acteur, Patrick, pas très connu du grand public. C'est vrai qu'on le cite beaucoup pour Hunger Games, c'est comme ça qu'il est connu aujourd'hui. Il a eu ses grands rôles dans la fin des années 60, début des années 70, à peu près comme ça. Après, il est devenu un acteur qui a beaucoup fait de second rôle, mais tout le temps, j'ai l'impression qu'on faisait tout le temps appel à lui pour un côté à la fois classe, impressionnant, un peu diabolique, un petit peu inquiétant comme ça. Son rôle dans JFK, magnifique. C'était vraiment un peu les caméos de luxe, un peu inquiétants, un peu classe, et ça, il le faisait très très bien, quoi. Et voilà, on vous encourage à voir ou revoir les films donc de cet acteur Donald Sutherland. Et puis il y a un clip très connu de Kate Bush qui s'appelle Cloudbusting, qui est sur le même album que Running Up That Hill, qui avait du succès nouveau avec Stranger Things, et il joue avec Kate Bush dans le et ça va relancer aussi un petit peu les choses. C'est un truc très populaire aussi, quoi. Voilà. Donc on va passer maintenant un tout petit mot sur les films de l'été qu'on n'a pas encore vus, mais qu'on attend ou pas, vous allez me le dire. Mais en tout cas, les 2 films qui, on le pense, vont attirer le plus grand nombre de personnes cet été, c'est déjà Deadpool et Wolverine, attendu le 24 juillet. Le nouveau film Marvel, Thibaut, c'est attendu comme le carton de l'été. C'est comme le loup blanc. C'est quoi? Et puis, est-ce qu'on se réjouit ou pas? On se réjouit, non. C'est quoi? C'est donc le 3e volet de la saga Deadpool, donc ce super-héros blagueur et méta et tout le team, qui intègre l'univers Marvel et qui ramène dans son giron Wolverine. Donc jusqu'à maintenant, les X-Men et donc Wolverine fonctionnaient en parallèle de tous les films Marvel. Maintenant, ils vont être réintégrés à tout ça. Et donc, on avait offert à Wolverine un très beau baroud d'honneur avec le film Logan. Là, malheureusement, on le ressuscite pour faire des blagues avec Ryan Reynolds. Donc moi, je
me réjouis absolument pas, mais ça va sans doute cartonner. Ouais, Patrick, ça va forcément cartonner. Écoute, je la promo déteste est tellement Deadpool, cette espèce de stand-up au cinéma, je trouve ça insupportable. Donc ouais, je suis pas méga. Le 2 était pire encore que le premier, donc je suis pas méga. Mais toi, tu penses que c'est le film qui va remplir les salles cet été ? Oui, vraiment. En plus, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de gros blockbusters super-héros américains sur les écrans, donc je pense que oui. Et pour les couples ou bien les personnes qui ne sont pas adolescentes, il y a un autre film. Mais pourquoi on peut pas y aller au couple? On peut pas y aller sur les pas au couple. Si, on peut y aller. Non, mais on peut y aller aussi célibataire. Tu as raison. Fly Me to the Moon, c'est le 10 juillet qu'il est attendu. Ce film-là avec Channing Tatum et Scarlett Johansson, c'est un peu la rom-com de l'été, Patrick. Ouais. Après, il y a un cadre assez sympa. C'est celui des années 60, fin des années 60 aux États-Unis, dans le milieu de la NASA, qui essaye d'aller sur la Lune. Et puis l'idée elle est responsable en fait de devoir organiser la communication autour de l'événement. Donc je pense que le point de vue peut être assez amusant. Il y a un clin d'œil sur le fait que Kubrick aurait dû réaliser le faux film au cas où ils arriveraient pas à aller sur la Lune. Mais ça donne envie ou pas ? etc. Moi, je pense que ça peut être... Je suis assez curieux. En fait, il y a un chouette casting. J'aime bien le côté rétro. Ça peut être sympa aussi. Et puis, voilà, à voir ce que ça... Et Thibaut, il est intrigué ou pas par To the Moon ? Pas des masses. Non, ça m'a l'air assez insignifiant. Pourquoi pas ? Bon. S'il n'y a vraiment rien d'autre. Eh ben nous, on ira voir, en tout cas, Alien Romulus en août. On ne voulait pas vous en redire un mot ici parce qu'on se réserve ça pour notre émission de rentrée le 6 septembre. On reviendra notamment sur Alien Romulus qui s'annonce aussi comme un des blockbusters, en tout cas, de la fin de l'été. Voilà pour les actus ciné. Et puis, on va passer tout de suite, Patrick, à ton agenda. Voici l'agenda de Patrick. Avec plaisir. Alors Patrick, je le disais, agenda tourné vers les open air. Et oui, on peut voir du cinéma en plein air cet été, notamment dans la région. On va commencer déjà un petit peu plus loin de nous, mais à Morges. Il y a un open air à Morges. Du 13 juillet au 1er septembre, c'est un open air qui est assez sympa parce que le cadre, c'est la cour du château. Et puis, c'est un cadre qui est assez élégant. Je trouve qu'il il est bien agencé et tout. On n'a pas encore la programmation complète. Elle sera connue prochainement. En général, on peut y découvrir les grands succès du moment. Les films qui sortent en salle sortent aussi à cet open air-là. Et puis, des reprises des films de l'année passée que vous auriez manqué, vous pouvez les rattraper à ce moment-là. Il y a un open air à Rolles aussi. Pareil, cour du château, il me semble. Hein. Non. Ah non, il est où cet open air à Rolles? Ah oui, non, à Rolles. Oui, à Rolles. Il n'y a pas de château à Rolles. Mais bien sûr, mais oui, c'était sur Gland. Excuse-moi, déjà, j'ai été trop vite. Alors, Rolles. Oui, il y a un open air à Rolles. Et oui, c'est près du château. Merci, Patrick. C'est du 17 juillet au 17 août. Donc, pendant tout un mois, l'entrée est gratuite. Il y a les transats qui sont louables. Et puis, une petite restauration. J'ai même vu qu'ils faisaient des fondus cette année. Enfin, il y a plein de trucs sympas. Il y a des classiques du cinéma. Ouais, des classiques du cinéma, des films plutôt en reprise. Là, il y aura Yannick de Dupieux, il y aura Tchatcha Bourbine, Les Trois Mousquetaires, ou encore le biopic sur Bob Marley. Et il y a une soirée le 21 juillet qui est consacrée à un hommage à Jane Birkin. Et ils vont repasser le film La piscine, dans lequel elle joue le troisième rôle. Voilà, c'est roll-openair.ch. Et à Gland. Alors à Gland, il n'y a pas de château. Il n'y a pas de château à Gland. Mais il y a un open air aussi vers Grandchamp. Oui, c'est dans le champ, dans le champ derrière Grandchamp. L'entrée est aussi gratuite. Vous avez aussi la possibilité de louer les transats. Là, il y a plusieurs food trucks pour l'estomac et des concerts avec chaque fois des groupes de la région pour les oreilles. Et donc, la programmation, il y a des films pour les familles. Il y a Bleu et compagnie, ce film d'animation avec les amis imaginaires sorti récemment. Il y a le très beau Royaume de Kensuke, que je vous encourage à aller découvrir à ce moment-là. Film d'animation aussi. Et puis, des succès du moment, comme Un petit truc en plus, et puis Le Comte de Monte Cristo. Voilà, en open air. Très bien. Et puis les dates, je crois que c'est en août. Hein, oui, c'est du 13 au 17 août, et c'est sur sort.gland.ch. Eh bien, merci Patrick pour cet agenda. Un peu animé, mais voilà. Je mélange les châteaux, les champs et les trucs. C'est pas grave, Patrick, c'est l'été. Voilà. Les coups de cœur des critiques, les voici. Et on commence avec ton coup de cœur, mon cher Thibaut. Only the River Flows, c'est attendu en salle le 10 juillet. Et c'est un polar chinois de Wei Shujun, j'espère que je prononce bien. Qu'est-ce que c'est que ce polar chinois ? Alors écoute, ça se passe dans le sud de la Chine, dans les années 90, et on va suivre en fait l'enquête du commissariat local pour résoudre une série de meurtres qui va avoir lieu dans la région. Un polar chinois, en somme. Un polar chinois, mais on a affaire à un vrai film d'atmosphère. C'est un film qui est tourné en grande partie en 16 mm.
Donc on a un grain vraiment très organique. On est beaucoup on peut le voir à l'image, dans de la photo grisâtre, un peu dans de la brume de temps en temps. Donc il y a une vraie atmosphère un petit peu malaisante qui se dégage petit à petit. En plus de ça, le personnage de l'enquêteur va peu à peu sombrer dans la folie et dans la paranoïa parce que cette enquête va se révéler de plus en plus compliquée. Et donc c'est une vraie expérience assez intense, assez fascinante. Avec un joli suspense aussi. Avec un joli suspense aussi, tout à fait. Donc, et puis un final qu'on ne révélera pas, mais avec une mise en scène aux petits oignons. Absolument. Oui, parce que je l'ai vu aussi. Voilà. Et je dis aussi que c'est très bien qu'il faut aller le voir en salle le 10 juillet. Only the River Flows. Patrick, on va faire assez court sur ton coup de cœur. Il s'agit d'Emilia Pérez de Jacques Audiard. Je dis qu'on va faire court. Pourquoi ? Parce qu'il est attendu en salle le 21 août et qu'on en reparlera dans le cinéma forcément parce que c'est un immense coup de cœur pour toi et c'est un immense coup de cœur commun parce que je me joins à toi. Qu'est-ce que c'est Emilia Pérez de Jacques Audiard ? Alors, Emilia Pérez, c'est un film qui était présenté à Cannes déjà, qui a eu le prix du jury plus le prix d'interprétation pour l'ensemble de son casting féminin. Ouais. Et en fait, c'est l'histoire d'une avocate au Mexique qui, à un moment, va être enlevée par un chef de cartel qui va lui annoncer qu'il désire être transformé en femme. Donc changer de sexe. Il faut changer de sexe. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une comédie musicale. Et voilà. En Alors plus, après, Patrick. ce qu'il faut dire, c'est que c'est tout, quoi. C'est-à-dire que le sujet déjà est un peu casse-gueule. Enfin, les scènes, le déroulé de l'histoire est vraiment assez casse-gueule, mais il réussit tout ce qu'il fait. Il emploie de la musique de manière hyper originale, absolument dingue. Visuellement, c'est super beau. Et puis, il y a dans le fond aussi un très très beau discours sur la recherche de dignité par les êtres humains. Voilà, on en reparlera. Ça sort le 21 août, d'ici qu'on en reparle. Donc, dès que ça sort, allez-y. En tout cas, film très singulier, très déroutant. Et moi, j'adore quand il y a des propositions originales comme ça qui sont vraiment magnifiques. Alors, notez bien le 21 août pour courir en salle voir Emilia Pérez et puis on en reparlera un peu plus dans le détail parce qu'on se réjouit d'avoir l'avis de notre cher Titi aussi. Ben oui, moi, je l'ai toujours pas vu. Bah oui, voilà, mais tu te réjouis. Ben oui, c'est un des films de Cannes que j'attendais. Forcément. Bon, et si t'as intérêt à aimer, hein, Thibaut. Et si vous avez encore un peu de place et que vous voulez aller au cinéma vous faire un bon thriller du samedi soir, et ben moi je vous conseille Love Lies Bleeding, signé Rose Glass. Ça sort en salle le 17 juillet. C'est une sorte de Thelma et Louise sous stéroïdes où Kristen Stewart tombe amoureuse d'une bodybuildeuse et va se venger de criminels qui entravent leur relation, et notamment au sein de sa propre famille. Alors c'est plutôt sur des rails en termes de scénario, mais il y a de beaux personnages avec une atmosphère 80s et puis une photo aussi très belle, vous le voyez. C'est assez noir l'ambiance qui s'en dégage, c'est très prenant. Et il y a des idées oniriques assez déstabilisantes en plein milieu du film, je ne vous en dis pas plus. Bref, c'est plutôt efficace, donc je vous conseille d'y aller. Et ben justement, comme tu le disais Patrick, seul, accompagné, en couple, entre amis, avec qui vous voulez. Voilà. Bon, il y a plein de belles choses à voir en salle cet été. Et puis d'autres gros cartons prévus dont on reparlera très certainement. Merci à mon cher Thibaut. Merci à toi, Alex. Et merci mon cher Patrick. Avec plaisir. Bon, je vous souhaite un bel été cinéma à vous. Festival de films de prévu ? Non, peut-être un petit tour au NIF, peut-être. Il y a un film que j'ai très envie de voir. Aussi. Ah, le NIF, voilà, le festival de films fantastiques de Neuchâtel. Quelques projections et Locarno, alors. Oui, Locarno, oui, aussi. Oui. Bien sûr, Locarno comme festival de films de Locarno. Et puis les open air, Patrick, tu seras sur tous les open air, bien sûr. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission cinéma de l'été. On se réjouit d'avoir vos impressions en commentaire de cette vidéo sur nos réseaux sociaux pour savoir si vous êtes d'accord ou non avec nos cinéphiles. Et puis, quel film attendez-vous pour cet été ? Nous, on se retrouve le 6 septembre. On vous souhaite un bel été à toutes et à tous sur NRTV. Ciao!